Il faut se rendre compte sur quel fond noir, sur quel fond d'abîme, il étudie le glorieux et terrible spectacle de l'humanité. C'est le fond aveugle d'un destin qui agite et fatigue les hommes, sans but et sans raison. Ils portent en eux les causes de leur croissance, qui sont les mêmes que celles de leur décroissance. Alors au-dessus d'eux apparaissent de plus grands acteurs, les États. Ils naissent, grandissent, vieillissent, meurent comme les hommes. Et la même inquiétude, le même effort qui les pousse à s'augmenter, à lutter, à dévorer leurs voisins plus faibles, finit également par les faire stagner, les remplissent d'émotions perverses et décadentes. Et ils finissent par se dissoudre sous l'action d'un État plus jeune et plus fort. Pour assurer son propre salut, l'unique moyen d'un État est de trouver une âme courageuse qui puisse le ramener à ses instincts primitifs. Mais cette âme courageuse ne peut être ni un marmonneur de prière, ni un ascète. Ce ne peut être qu'un violent. Il s'agira d'une âme solide, vertueuse, déterminée, mais armée d'un bâton ou d'une épée. Et malheur à tous ceux qui ne goûteraient pas de ce bâton, qui ne craindraient pas le fil de cette épée. Mes salutations et soyez la bienvenue. À votre avis, que se passe-t-il lorsqu'un gouvernement tombe à la suite d'un mouvement révolutionnaire ? Généralement, les leaders de la révolution se partagent les postes clés, mettent en place les réformes qui sont le moteur de leur action et ils arrivent à établir une paix relative car elles sont soutenues par la majorité de la population. Mais une fois les réformes accomplies et la paix enfin établie, commencent à apparaître, à plus ou moins long terme, de nouvelles contestations. Ces contestations peuvent avoir différentes sources. Elles peuvent provenir d'une partie de la population qui se sent lésée par les nouvelles réformes, d'une partie de la population qui est nostalgique de l'ancien régime, ou encore de phénomènes extérieurs, comme par exemple une guerre dans l'État voisin, une crise économique, des changements climatiques, ou encore une crise sanitaire. Et d'après vous, que fera le gouvernement né de la Révolution face à cette nouvelle contestation ? Eh bien, il tentera de la calmer, voire de l'étouffer, ce qui provoquera éventuellement une nouvelle révolution. Les révolutionnaires sont devenus des conservateurs. C'est ce phénomène de durcissement politique qui peut s'étendre de quelques mois à plusieurs décennies que l'on surnomme loi d'airain de l'oligarchie. Qui dit organisation dit tendance à l'oligarchie. Dans chaque organisation, qu'il s'agisse d'un parti politique, d'une union de métiers, d'une association, etc., le penchant aristocratique se manifeste d'une façon très prononcée. Le mécanisme de l'organisation, en même temps qu'il donne à celle-ci une structure solide, provoque dans la masse organisée de graves changements. Il intervertit complètement les positions respectives entre les chefs et les masses qu'ils représentent. L'organisation a pour effet, conscient ou inconscient, de diviser tout groupe politique, groupe professionnel ou associatif en une minorité dirigeante soumettant une majorité dirigée. Cet extrait représente la quintessence de la pensée de Robert Michel dans son livre « Les partis politiques, essai sur les tendances oligarchiques des démocraties », édité en 1914. Je ne vais pas m'attarder sur Robert Michel, vous trouverez toutes les données que j'ai récoltées sur lui dans la description sous la vidéo. Sachez en tout cas qu'il fut un grand ami de Max Weber, qu'il est issu de la bourgeoisie et qu'il soutenait le socialisme dans sa jeunesse. Mais le temps passant, ses idées socialistes lui fermeront les portes des universités allemandes. Installé en Italie en tant que professeur dans plusieurs universités prestigieuses, il finira par délaisser le socialisme pour adhérer aux idées fascistes, ce qui l'éloignera définitivement de Max Weber et ce qui explique certainement en partie pourquoi on a si peu entendu parler de ses livres de nos jours. Pourtant, son idée principale, la loi d'airain de l'oligarchie, n'est pas dénuée de sens. Force est d'admettre que depuis que la démocratie est apparue en Occident, la plupart des grands révolutionnaires ont fini leur carrière politique dans le siège des conservateurs. L'intérêt des démocraties est de permettre à tout un chacun d'adhérer à un groupe qui, selon lui, défend ses intérêts. Souvent, les groupes sont liés par une culture commune ou une appartenance à une certaine partie de la population. Ces regroupements politiques que l'on a appelés les partis et qui représentent les intérêts des différentes classes sociales, ce qui y a donné lieu à une lutte des classes, souvent entre les plus précaires et entre les plus riches, souvent entre les travailleurs et ceux qui les font travailler. Mais selon Michel, toute organisation se doit d'être structurée, car il est littéralement impossible de permettre à toutes les organisations de donner le même temps et la même valeur de parole à chacun de ses membres. Soyez à votre place. Il y a des gens ici
qui n'ont pas le droit de m'interrompre quand je parle parce qu'ils n'ont rien prouvé dans leur vie, vous voyez? C'est pour ça qu'il existe des représentants élus. Or, c'est là que commencent les problèmes. Car qui dit élu dit professionnalisation, acquisition de compétences d'organisation et jouissance d'une certaine notoriété. Ainsi, les élus, même s'ils ont le devoir de porter et de défendre les intérêts des masses, finissent par hériter d'une position sociale qui leur accorde bien des privilèges. Et ils ont tendance à vouloir conserver ces privilèges, ils deviennent donc inamovibles, indéboulonnables. Ils finissent donc par devenir membres d'une certaine élite qu'ils vont entretenir en accordant à leur tour des privilèges à ceux qui les soutiennent. Ces soutiens que Paul Nizan appelait les chiens de garde. Une position élitiste qu'ils vont perpétuer à travers l'éducation de leurs enfants, qui auront ainsi plus de facilité à accéder à ces postes de responsabilité que des enfants issus des masses. Alors depuis 3 siècles, les exemples sont nombreux et ils se répètent d'année en année. Les révolutionnaires de mai 68, avec comme tête d'affiche Daniel Cohn-Bendit, qui était jeune révolutionnaire et qui se retrouve le plus ardent défenseur des conservateurs. Les faux culs de la politique, connard! Aujourd'hui, on n'entend plus parler que du mai 68 étudiant, alors qu'au niveau du nombre, c'était beaucoup plus petit que le mai 68 ouvrier. D'autant que, comme l'avait prévu Kluskar, ces étudiants rebelles ont par la suite pu même intégrer le système, et on voit la connivence qu'il y a entre ces étudiants rebelles et le système, quand on voit par exemple quelqu'un comme Daniel Cohn-Bendit, qui a fini par totalement intégrer le système. La révolution cubaine de 1959, avec Fidel Castro qui ne lâchera plus du tout le pouvoir. Son frère Raúl Castro prendra la suite pendant des décennies, et c'est aujourd'hui Díaz-Canel, dont Raúl Castro fut le mentor, qui est à la tête du pays. En 2021, des manifestations violentes eurent lieu sur l'île, faisant 47 morts, dont une partie qui souhaitait un changement de régime. Mais les jeunes révolutionnaires de 1959 sont devenus depuis, c'est-à-dire 62 ans, de vieux conservateurs. Ils sont indéboulonnables. D'autres exemples ne manquent pas, et la plupart des révolutions du XXe siècle ont donné lieu ensuite à des régimes extrêmement rigides et sévères. Mais tous ces exemples sont des exemples grandioses, incluant des pays entiers. Alors que selon Robert Michel, cette loi des reins de l'oligarchie s'applique aussi bien à des tout petits groupes, comme les partis politiques, les associations et même les syndicats. Et ça, je suis sûr que beaucoup d'entre vous peuvent en témoigner. Voici d'ailleurs un extrait avec François Bégodeau qui illustre parfaitement cette vision de la loi des reins de l'oligarchie. J'aimerais bien demander à Julien Bayou comment il va, c'est-à-dire plus précisément jusqu'à quel point sa position sociale nouvelle lui convient au sens spinozien, quoi. Est-ce que son corps se convient en étant là-dedans? Pourquoi? Parce que moi j'ai croisé Julien il y a 10 ou 12 ans. Il était à l'époque un des animateurs de Jeudi Noir. C'était une bande de jeunes gens qui squattaient les appartements non occupés à Paris pour dénoncer la politique du logement à Paris et le fait qu'il y avait des bureaux vides alors qu'il y a des gens qui dorment dehors et des étudiants qui ne peuvent pas se loger. Et je l'avais trouvé... L'écoutant, je disais, c'est ça la politique, c'est la politique comme on aime, quoi. C'est vif, c'est actif, c'est joyeux, c'est inventif, c'est dans le mouvement, c'est libre, etc. Et depuis, il a plutôt épousé la politique, disons, envisagée comme profession, comme métier, dans un parti dont il est secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, le parti écologiste français. Et je retrouve plus trop mon Julien quand je le vois à la télé. Mais quand même, il est obligé d'avaler des couleuvres. Quand même, il est obligé de donner dans le spectacle politique. Quand même, quand il a émis une petite discorde avec Yannick Jadot, il faut quand même qu'il donne une conférence de presse pipeau pour dire qu'en fait, ils sont les meilleurs amis du monde. Tout ça, c'est du mensonge. Donc, jusqu'à quel point, Julien, tu es heureux dans ce mensonge? Est-ce que parfois tu ne regrettes pas un peu l'époque Jeudi Noir, et est-ce que parfois tu ne désires pas revenir à la politique dans son pan joyeux et activiste de terrain? Ainsi, pour Michel, la démocratie sert principalement à remplacer un leader par un autre de temps en temps. Mais les masses restent principalement privées de moyens d'action, si ce n'est, paradoxalement, à travers une révolution. Si vous souhaitez creuser davantage, vous avez toutes les informations et documentations disponibles sous la vidéo, ainsi qu'un lien vers l'ouvrage complet de Robert Michel disponible en accès libre. N'oubliez pas que vos partages, vos commentaires et vos j'aime sont les principaux soutiens que vous pouvez apporter à la chaîne Éminence Grise. Merci pour votre visionnage, je vous souhaite d'excellentes lectures et n'oubliez jamais, le savoir, ça se partage.